L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. J'aime beaucoup le fait que tu utilises le mot l'art de connecter, parce qu'effectivement, il y a deux choses qui me parlent énormément là-dedans. Le premier, c'est l'art. L'art dans le sens, l'artisanat. Et le fait d'être un artisan de son métier, c'est extrêmement, pour moi, précieux et important. Cette quête d'une certaine manière, de maîtrise de ce que l'on fait. Et puis la connexion, encore une fois, je reviens à cette image du catalyseur. Pour qu'une réaction s'opère, il faut que la rencontre de particules ou la rencontre de composés se fasse dans les meilleures connexions possibles, dans les meilleures conditions possibles. Lapsus révélateur. Et que, effectivement, cette connexion, qu'elle soit au niveau moléculaire, qu'elle soit au niveau individuel, qu'elle soit au niveau émotionnel, elle est absolument essentielle pour que le signal passe. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Gaël de Formestro. Gaël, je le connais depuis de nombreuses années et c'est une des personnes qui m'a montré qu'on pouvait être à la fois très bien ancré dans un background ou dans des études académiques et en même temps s'ouvrir à d'autres types d'accompagnement, d'autres types de convictions liées à l'humain. Parce que Gaël, c'est vraiment son truc, c'est de révéler le génie humain dans les organisations. Il est vraiment à la croisée des chemins entre ingénierie, neurosciences et coaching. D'ailleurs, Gaël vient d'obtenir son diplôme de neuropraticien qu'il met désormais au service de ses clients. Gaël, c'est aussi un expert de l'outil psychométrique qui s'appelle le WAVE, que vous allez découvrir durant cet épisode. Je vous donnerai bien évidemment toutes les informations en lien avec le WAVE et également le site internet de Gaël, Falcorp, pour que vous puissiez découvrir plus en profondeur ses activités, ce qu'il propose comme accompagnement. Et sans plus attendre, je vous laisse à ma conversation passionnante avec Gaël. Bonjour Gaël. Hello Sandrine. Écoute, merci de me recevoir aujourd'hui pour cet épisode. Merci à toi surtout. Je t'en prie. Alors comme tu sais, je mets mes invités tout de suite à l'épreuve en leur demandant de se présenter sous la forme d'une métaphore. J'ai réfléchi à ta métaphore, ça tombe bien parce que les métaphores, j'aime bien ça, puis je m'en sers tout le temps. Il y en a deux qui me sont venues à l'esprit. La première, qui est la métaphore que j'utilise souvent, c'est que j'aspire à être un catalyseur. C'est probablement mon passé de chimiste, mais de pouvoir rendre des choses a priori impossibles possibles. Voilà, c'est une jolie métaphore et j'aspire à être un catalyseur pour les gens avec qui je travaille. Et puis j'ai aussi réfléchi à une métaphore en lien avec l'art, parce que tu m'en avais parlé. Ça m'a quand même titillé, puis je voulais t'en trouver une. Et puis c'est Léonard de Vinci qui m'est revenu. À une certaine époque, Léonard avait été challengé dans sa capacité. Et pour prouver son talent, il avait livré une toile qui était un cercle parfait fait à main levée. Et puis je pense qu'effectivement, quand on arrive à une extrême simplicité, c'est la preuve qu'on maîtrise parfaitement ce qu'on fait. Écoute, j'aime beaucoup ça. On parlait récemment de l'art justement dans toute cette simplicité et ça fait vraiment partie de ce que j'ai envie de donner avec l'art de connecter, de manière simple, sans utiliser des mots compliqués. Je te remercie. Par rapport à ton parcours, parce que comment on passe finalement d'ingénieur chimiste, c'est bien ça ? C'est juste. À coach en stratégie organisationnelle. J'aurais envie de te dire par hasard, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard en fait. Une des premières choses qui m'a intéressé dans mes études, c'était de comprendre ce qui se passait. C'est pour ça que la chimie au final m'a intéressé, c'était de comprendre les mécanismes qui permettaient une réaction. Une des choses que j'ai compris aussi à la fin de mes études, c'est que travailler en production, ça m'intéressait pas et que j'avais toujours envie d'aller vers cette quête de comprendre et puis de simplifier la complexité. Et puis ça a été un peu en fait le fil rouge de toute ma carrière. Après, le hasard des rencontres, le hasard des projets a fait que je me suis retrouvé à travailler successivement dans le monde des systèmes d'information, du conseil et puis de l'organisation. Et puis un jour, je me suis vraiment intéressé à ce qu'il y avait entre la chaise et le clavier. Et c'est comme ça que j'ai poursuivi mon chemin en tant que coach en stratégie organisationnelle, pour amener justement à simplifier cette complexité et à amener de quoi rendre l'impossible possible. Et quelles ont été les étapes déterminantes dans ce parcours ?
pour toi? Il y en a eu plusieurs, tout a été une histoire de rencontre. Une des rencontres très importantes qui a marqué un tournant dans ma carrière, ça a été celle avec quelqu'un que tu connais aussi, qui s'appelle Michel Abellan, qui était à l'époque un chasseur de tête brillant, que j'avais rencontré dans le cadre d'un changement de job. Et une des choses que je lui avais dit, c'était que j'avais envie de trouver pour une fois une situation dans laquelle j'arrive qui ne soit pas dysfonctionnelle, où les choses fonctionnent, où au final je ne serais pas en train de devoir remonter ou réorganiser ou en gros gérer des problèmes. Plutôt que de m'aiguiller là-dessus, il m'a fait remarquer que c'est peut-être moi qui les cherchais, ces situations, et que j'avais peut-être un certain intérêt ou un certain talent pour faire fonctionner ce qui ne marchait pas. Et puis pour rendre possible en fait ce qui a priori ne l'était pas ou ne l'était plus. Et puis ça a été un déclencheur, et puis c'est là que j'ai basculé accessoirement dans le monde déjà du conseil, et puis qu'après on ne s'est jamais quitté. Ça fait partie aujourd'hui des amis proches qui sont partie de mes gardiens, qui m'a accompagné et qui au final me coachent encore aujourd'hui et me poussent à aller toujours un cran plus loin dans cette pratique. Donc comme tout bon coach, tu te fais coacher, c'est bien ça? Alors plus que ça, je pense que je ne serais pas crédible du tout en tant que coach si je n'étais pas coaché, et je me fais coacher aussi souvent que possible et par plusieurs coachs, sachant que j'ai un côté un peu rebelle des fois. Je sais très bien que je suis capable de ne pas aller là où j'ai besoin d'aller, donc je vais chercher des coachs qui sont capables de m'emmener exactement là où j'ai besoin d'aller. C'est une bonne stratégie, j'ai envie de dire. Et puis par rapport à toutes ces formations que tu as faites, est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes, et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté dans ce parcours? Alors, la curiosité, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'est un moteur qui ne s'arrête jamais, et l'envie d'apprendre, elle est clé. Dans les formations marquantes, je dirais qu'il y en a eu plusieurs, il y en a deux en particulier. Une dont je parlerai tout à l'heure parce que c'est sur le cas d'un outil de psychométrie assez puissant qui s'appelle le WAVE. Et puis l'autre, c'est tout ce qui est lié aux neurosciences, et notamment aux modèles de neurosciences qui ont été développés par le Dr Jacques Fradin. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que ça amène justement une lecture simple, mais pas simpliste, des mécanismes du comportement humain, du fonctionnement de notre cerveau, et qui amène justement une capacité de maîtriser un certain nombre de clés pour aller connecter avec une forme essentielle. Puis aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien? Il est varié, il est pas du tout monotone, ça c'est une grande chance. J'ai un quotidien qui va osciller entre énormément de contacts, énormément de discussions, de coaching au sens strict du terme, de projets à accompagner, de projets à monter. En fait, il est fait de liens, il est fait de contacts, il est fait de discussions, il est fait d'échanges, et il est fait de moments plus seuls où je vais pouvoir processer cette information, processer et digérer un peu les informations que j'ai pu recueillir et que j'ai pu échanger. Donc tu parles de beaucoup de connexions, et quand je te dis l'art de connecter, qu'est-ce que ça te dit? C'est la raison pour laquelle on s'est retrouvés aujourd'hui. Je pense qu'effectivement il est clé. J'aime beaucoup le fait que tu utilises le mot l'art de connecter, parce qu'effectivement il y a deux choses qui me parlent énormément là-dedans. Le premier, c'est l'art dans le sens l'artisanat. Et le fait d'être un artisan de son métier, c'est extrêmement pour moi précieux et important. Cette quête d'une certaine manière de maîtrise de ce que l'on fait. Et puis la connexion, encore une fois, je reviens à cette image du catalyseur. Pour qu'une réaction s'opère, il faut que la rencontre de particules ou la rencontre de composés se fasse dans les meilleures connexions possibles, dans les meilleures conditions possibles, lapsus révélateur, et que effectivement cette connexion, qu'elle soit au niveau moléculaire, qu'elle soit au niveau individuel, qu'elle soit au niveau émotionnel, elle est absolument essentielle pour que le signal passe. D'accord, puis comment tu décrirais ton art à toi, Gaëlle, à te connecter? D'aider à la connexion. Mon art serait d'aider à la connexion en donnant des clés de compréhension, en permettant justement que ce soit au niveau micro, au niveau macro, au niveau individuel, au niveau collectif, de donner des clés de lecture pour que chacun puisse comprendre comment être au plus proche d'une connexion sans parasitage. J'entends souvent autour de moi qu'on me dit qu'aujourd'hui, on a de tels moyens de communication et pourtant on n'a jamais communiqué aussi mal. C'est juste. La profusion des moyens de communication, en fait, elle amène une profusion d'informations. Et ça amène une vraie complexité, c'est de trier le signal. Au niveau chimique même, d'ailleurs, c'est ce que fait notre cerveau en permanence, et notre corps de manière générale. Le corps humain est capable de capter une quantité quasiment infinie de signaux, et un de ses gros boulots, c'est de trier. D'ailleurs, une étude a montré il n'y a pas très longtemps, on pensait que dans le cerveau, la grande puissance du cerveau est liée aux neurones et notamment à ce qu'on appelle la matière grise.
Alors elle est essentielle, bien évidemment. Sauf que notre cerveau, à 80%, il est fait de ce qu'on appelle de la matière blanche. Et la matière blanche, c'est des cellules gliales, de la glie. Et le rôle principal de ces cellules, c'est de sécréter ce qu'on appelle de la myéline. Et la myéline, c'est un isolant. En fait, c'est ce qui entoure les axiomes des neurones, c'est ce qui les isole et qui permet au signal électrique de bien passer d'un neurone à l'autre. Et puis on s'est aperçu, sans refaire toute l'étude, que ces cellules gliales, cette myéline, elle était directement connectée ou corrélée avec la capacité et la puissance cérébrale. Donc en gros, quand un pianiste devient vraiment un virtuose, on peut mettre en évidence les routes de passage de l'information dans son cerveau et on constate que l'épaisseur de myéline augmente sur ces axes. Wow. Dit autrement, meilleur est l'isolant, plus haute est la performance. Donc en fait, notre cerveau, ce qu'il nous dit là-dessus, c'est qu'une des clés de sa performance, c'est sa capacité à inhiber le signal inutile pour te permettre de ne capter que l'essentiel. D'accord. Puis comment on fait pour entraîner son cerveau aujourd'hui ? Ou est-ce que toi, tu le fais ? Je pense que c'est un des grands apprentissages de tout ce parcours, c'est que ce n'est pas quelque chose qui doit être issu de la volonté. C'est justement dans cette capacité, tu parlais de l'art de connecter, mais enfin de l'art de se connecter déjà à soi-même, c'est de revenir à ce qu'on aime. Et en fait, notre corps est suffisamment intelligent pour savoir ce dont on a besoin. Et quand on se connecte à ce qu'on s'aime, naturellement, ça permet d'écarter le bruit inutile. Et pour s'entraîner, en fait, c'est d'aller vers ce qui nous fait du bien. C'est très juste ce que tu dis. Voilà Gaëlle, comme beaucoup de tous mes invités, en fait, tu as rempli ta roue de la communication. Je vais te poser des questions assez simples par rapport à cette roue. À quoi elle ressemble ta roue ? Est-ce qu'elle roule bien ? En la regardant comme ça, pas trop mal. Elle est un petit peu bancale, mais il y a un creux, une bosse qui attire mon œil en particulier, mais elles sont corrélées, donc c'est assez logique. Alors dis-en-moi plus par rapport à ces deux aspects un peu, tu as dit des petits trous ou... Il y a un trou par rapport au reste qui est en lien avec l'estime de soi et puis une bosse qui est renforcée, c'est la maîtrise émotionnelle. D'accord. Et puis effectivement elles sont corrélées parce que le manque d'estime qui peut être le mien de temps en temps, eh bien, la manière de s'en protéger, c'est de se blinder. D'accord, donc tu vois vraiment ce lien entre l'estime de toi et cette maîtrise émotionnelle qui vient compenser en fait un manque d'estime ? Qui vient compenser, oui, qui vient compenser parfois un manque d'estime, ça permet de reprendre une forme de maîtrise ou d'illusion de maîtrise en fait. Et comment tu travailles ça aujourd'hui ? Encore une fois, la première chose c'est d'en prendre conscience et puis de l'accepter. Et la deuxième chose c'est de chercher, ça c'est aussi un truc qui m'a marqué dans tout le long de mon parcours, la nature est toujours extrêmement bien faite. Et l'énergie est une quantité limitée absolument essentielle. Donc si quelque chose est fait, c'est qu'il y a une utilité. Donc comprendre l'utilité du système, c'est déjà la première clé pour pouvoir le faire bouger. Donc comprendre quelle était l'utilité ou quelle est l'utilité encore aujourd'hui d'être dans cette parfois maîtrise émotionnelle extrême, permet, on va dire, d'évaluer quel est le niveau de risque ou de douleur que l'on essaye d'éviter par ce mécanisme. C'est très juste. Et par rapport à cette roue, tu as vu, il y a une partie outils de communication et j'aimerais bien savoir quels sont les outils de communication que tu utilises dans ton quotidien, que ce soit au travail, à la maison. La première chose, c'est que je ne fais pas de différence entre les deux. Je pense qu'un des éléments clés, c'est que oui, on compartimente plein de choses dans notre vie, mais nous, en tant qu'individus, on est une seule version et qu'il n'y a pas de version différente, ou il n'est pas censé y avoir de version différente, qu'on soit au bureau, à la maison, en vacances ou ailleurs. Donc dans les outils de communication, il y en a un dont je t'ai mentionné le nom tout à l'heure, qui est un outil de psychométrie qui s'appelle le WAVE. L'autre, c'est effectivement tout ce qui est le référentiel des neurosciences. Et le troisième, tu en as parlé toi, tu l'as introduit même, c'est la logique de métaphore. Je trouve qu'une image, une métaphore permet de faire passer bien des messages. Et tout ça, ça a une seule trame, c'est de simplifier quelque chose qui peut être assez complexe. Le WAVE dont je t'ai parlé, c'est un outil de psychométrie, on pourrait dire un test de personnalité, comme il en existe des milliers sur le marché. Il a une différence assez notable, celui-ci, c'est que c'est de loin le plus puissant qui existe, qui a été reconnu, qui est encore reconnu aujourd'hui par la British Psychology Society, qui les évalue tous les 2 ans. Et il a 2 éléments, ça a été édité par le groupe Saville, qui est un groupe anglais. Il a 2 éléments qui sont extrêmement intéressants. Le premier, c'est que ce n'est pas un outil typologisant, c'est-à-dire que ce n'est pas un outil qui, lorsque tu réponds à ces questionnaires, va te dire « voilà ce que tu es », ce qui est généralement ce que tous les autres outils font. Donc ça ne va pas te mettre dans une case, mais ça va te donner les clés en te disant voilà les mécanismes que tu actives et a priori, ces mécanismes te coûtent de l'énergie ou te donnent de l'énergie. Et après, quelle est l'utilité d'aller toujours là où ça te coûte
ou quelle serait l'utilité de t'appuyer là où ça t'en donne. Et d'avoir cet angle de vue sur dire, bah voilà, d'une certaine manière, comment tu fonctionnes, ou d'une certaine manière, quelle est ta morphologie en termes de communication, ta morphologie neuronale, bah c'est hyper intéressant, parce que moi je peux le rattraper, les rapprocher avec le monde du sport de haut niveau et du sport d'élite. C'est qu'à un moment donné, si tu veux de la performance, eh ben, on va faire du matériel sur mesure pour l'athlète. On ne va pas lui demander de s'adapter à courir avec des chaussures trop petites. Et en fait, c'est exactement la même chose, c'est que ça te permet de comprendre quelles sont tes spécificités fines de fonctionnement, et plutôt que de faire des efforts pour te tordre en adaptation au système, on peut commencer à regarder dans quelle mesure ton système ou ton écosystème direct peut faire de l'adaptation fine sur tes spécificités à toi. Donc si je comprends bien, en tout cas le Wave, c'est un peu une porte d'entrée pour un développement personnel ou pour renforcer des compétences, des talents qu'on a. C'est plus qu'une porte d'entrée, c'est un peu comme un millefeuille, parce que c'est aussi l'avantage. Le Wave est à la psychométrie pour moi ce que l'IRM est à la médecine. Une radiographie te permet de voir si un os est cassé, de manière assez simple, même pour un profane comme moi qui ne suis pas médecin et encore moins radiologue. Et ça, c'est ce que va faire n'importe quel outil de psychométrie, n'importe quel test de personnalité. Un Wave, c'est comme une IRM. L'image, elle est beaucoup plus dense, elle est beaucoup plus riche. Alors là, pour le coup, le profane, il voit quelque chose de joli, mais il ne sait pas qui regarde. Un médecin, avec un peu de chance, il arrive à savoir qui regarde, mais il a quand même besoin d'un radiologue. Et quand on veut opérer, quand on veut aller chercher quelque chose en profondeur et en finesse, on a besoin d'une IRM, la radio ne suffit pas. Et c'est exactement la même chose. Donc un Wave va te donner en première couche exactement la même chose que tous les autres. Et puis pour tous ceux et celles qui auront envie de creuser, puis d'aller plus loin et comprendre justement les sous-jacents, les mécanismes fins qui vont faire la différence, eh ben on peut creuser couche par couche et y revenir, et l'utiliser vraiment comme un fil rouge, que ce soit dans un développement personnel, que ce soit dans un développement d'équipe, que ce soit même dans la construction ou la réflexion d'une organisation. Et c'est justement là que moi j'aime travailler, c'est de donner les clés à une organisation, de dire au vu des talents qui composent votre organisation, quel est le niveau d'adaptation que vous pouvez imaginer faire pour que l'adaptation soit au plus proche des gens qui la composent. Donc l'idée, ce serait vraiment de faire une constellation de différents profils et de voir comment ils interagissent ensemble dans leur environnement professionnel ou comment ils peuvent renforcer leur équipe. Aussi bien une constellation d'équipes que les gens déjà maîtrisent les clés de leur propre fonctionnement, se connaissent eux, comprennent les clés de fonctionnement de leur écosystème direct, ce qui leur permettra de connecter de manière un peu plus efficace. Et puis de la même manière, d'interroger l'organisation comme un organisme en disant aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne dans cette organisation? Et si on regarde à travers cet outil et les constellations qu'on peut faire, quelles sont les clés communes de fonctionnement? En gros, quelles sont les clés du succès de l'organisation, sans juger si cette organisation elle est théoriquement bonne ou pas, fondamentalement. Si elle fonctionne, c'est qu'elle a trouvé une voie de fonctionnement. Et comprendre cette voie de fonctionnement permet encore une fois de définir où mettre le curseur dans les adaptations qu'on va faire. Donc une voie de fonctionnement liée aux personnes qui composent cette organisation. Aux personnes et à la manière dont les personnes se sont auto-organisées entre elles. C'est un peu comme dans la nature où si tu regardes comment les choses se sont naturellement mises en place, la plupart du temps, pour ne pas dire la totalité, dans la totalité des cas, la nature a trouvé la voie la plus efficiente et la plus intelligente. Ce n'est pas forcément la plus académique ou la plus simple à comprendre pour nous, mais manifestement elle a trouvé la manière la plus intelligente de faire. Ça ferait de transposer la même chose en disant ok, l'organisation en tant que tout, c'est un ensemble d'individus intelligents qui, mus par l'envie de réussir ensemble et par un plaisir à fonctionner ensemble, ont manifestement trouvé dans certains cas des modus operandi qui sont les meilleurs. Ce n'est pas tout le temps les meilleurs, mais là où ça marche, c'est reconnu que ça marche et les gens prennent du plaisir à faire, il y a un truc à aller chercher. Wow. Et comment aujourd'hui on peut avoir accès à un Wave, que ce soit en tant que particulier ou entreprise qui souhaite comprendre quelles sont les clés de son succès? Tu m'appelles. Ok. Non, c'est quelque chose, c'est un outil qui est largement utilisé depuis plus de 20 ans aujourd'hui, donc il y a pas mal de gens qui l'utilisent, beaucoup de gens sont certifiés. Il existe aujourd'hui, ne serait-ce qu'en Suisse romande, en tout cas 3-4 personnes dont j'espère faire partie, qui sont extrêmement pointues sur l'utilisation et la puissance de cet outil-là, mais il existe des dizaines de personnes qui le maîtrisent. Et puis ta question est intéressante parce que tu fais partie des gens qui le maîtrisent et qui l'utilisent, et bien accessoirement. Merci. Donc c'est assez facile, il suffit sur une simple recherche internet de regarder les gens qui l'utilisent et puis de le tester. Je veux dire, ça ne coûte rien de le tester. Au pire, la personne ne sera pas convaincue, c'est que ce n'est pas la bonne approche pour elle, puis c'est OK.
C'est vrai qu'à titre personnel, en tout cas quand je suis amenée à faire des restitutions Wave, je me rends compte à quel point les personnes sont souvent scotchées de ce que le Wave arrive à déceler en fait sur leurs tendances de comportement et leur mode de fonctionnement finalement au sens large. C'est juste. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est que les gens sont scotchés de découvrir ce qu'ils nous ont dit à travers un questionnaire, mais c'est eux qui le disent. Mais la puissance d'Astouti, encore une fois, c'est qu'elle donne une lecture simplifiée, et ça, c'est notre travail en tant qu'interprète, en fait, c'est de simplifier quelque chose qui est extrêmement riche et complexe. Mais ça ne le rend pas simpliste. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cet outil, c'est qu'on ne cherche pas une réponse simpliste, on cherche des clés qui permettent aux radiologues que nous sommes de donner une réponse simplifiée à une problématique qui est hautement complexe. J'aime beaucoup la métaphore du radiologue. D'ailleurs, une petite anecdote récemment, donc j'ai été amenée à restituer un Wave et quand je demande toujours à la personne comment ça s'est passé, ce questionnaire, la personne me dit mais en fait ce test il est débile. Et puis bon, j'ai dû faire avec, hein. J'ai digéré, j'ai accueilli et au final cette personne a été complètement bluffée de tout ce que j'avais réussi à sortir en fait sur elle-même et de manière très profonde. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je te parlais aussi du référentiel de neurosciences à côté, c'est que les neurosciences, en fait, te donnent aussi une sorte de cartographie de quels sont les éléments extérieurs, ce qu'on va appeler des contenus en termes de neurosciences, qui vont activer des contenants, en gros des boîtes ou des mécanismes, qui vont a priori déclencher des réactions dans lesquelles on est un peu aux commandes, donc on va dire on va faire preuve d'intelligence, soit on n'est pas vraiment aux commandes, ou alors les couches de notre cerveau qui sont aux commandes sont plutôt archaïques. Et là, on fait moins preuve d'intelligence, au sens humain du terme. Et en fait, on arrive, avec un Wave, on arrive à faire le lien en disant, bah tiens, ce mécanisme-là, manifestement, il vient titiller ce type de boîte-là, et puis ce mécanisme-là, il vient titiller ce type de boîte-là. Donc si je suis dans un environnement où je fais face à des mécanismes qui viennent allumer systématiquement les couches qui ne sont pas celles qui me permettent d'être en lead de mon fonctionnement, bah, je subis mon environnement, et en fait, ce que j'exprime, ce n'est pas mon talent. Une forme de suradaptation, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. On est mis dans un environnement qui nous met en difficulté. Sans comprendre pourquoi. Et c'est ça le truc. On est constamment challengé. Il n'y a pas d'environnement parfait, c'est impossible. On est toujours dans l'adaptation permanente et c'est ce qui nous rend antifragile. L'être humain, aujourd'hui, peut être perçu comme fragile, mais en fait, il est antifragile. Il a cette capacité d'adaptation extrême à l'environnement, mais cette capacité extrême à l'environnement, elle vient justement de cette capacité d'aller naturellement dans l'environnement le plus favorable à son mode de fonctionnement. Quand on laisse les choses se faire naturellement, tout système vivant va vers l'environnement qui lui est le plus favorable. Il n'y a qu'à voir comment pousse une plante, elle arrivera à trouver le petit chemin à travers le bitume où il y a accès à l'eau, aux ressources, à la lumière, et elle trouvera son chemin le plus favorable ou le moins défavorable de manière naturelle. Oui, et d'ailleurs, le Wave permet justement de donner des indications si la personne est vraiment dans son environnement naturel ou pas. C'est là que c'est intéressant, c'est que paradoxalement, on peut le lire comme quelque chose effectivement de très intellectuel, mais c'est quelque chose qui va te permettre de revenir à une forme d'essentiel. La puissance de notre mental et tout ce qu'on a pu engranger, comme tu parlais de multitude de canaux de communication et de connaissances aujourd'hui, fait qu'on a tendance à ne plus s'écouter et ne plus écouter son corps, au final, qui est le meilleur vecteur, et qu'on peut se faire mal longtemps en pensant qu'on va arriver à s'adapter, et au final qu'on va arriver à courir notre marathon avec des chaussures qui sont de taille trop petite. Oui. Ouais, j'aime beaucoup cette métaphore, j'utilise beaucoup avec mes clients qui sont en conflit, qui veulent le résoudre mais qui n'ont pas les bonnes chaussures. Et d'où l'intérêt aussi de se faire coacher, en tout cas de se faire mettre en ressources, possiblement avec un Wave qui nous permet aussi d'avoir des indications sur soi. Disons que de mon expérience, je commence à en avoir un paquet significatif au compteur de Wave réalisés. J'ai jamais eu de situation dans laquelle la personne était en désaccord complet avec ce qu'on avait pu mettre en lumière. Et par contre, j'ai eu des gens qui avaient soit envie ou pas envie de prendre, ou qui n'étaient peut-être pas prêts à prendre ce que ce genre d'outil était capable de révéler. On prend ce qu'il y a à prendre, ou ce qu'on peut prendre au moment où on le lit. Oui, et puis ça me permet de rebondir sur la suite, parce on a tous nos croyances, nos modes de fonctionnement ancrés, hein. Tu parlais de termes archaïques. Est-ce que toi, dans ton parcours, à un moment donné, tu as eu ou tu as des croyances sur le monde relationnel que, dans une certaine mesure, tu as dû assouplir ou casser même ?
Oui, lié avec cette maîtrise émotionnelle dont je te parlais, qui permet justement de tenir dans la douleur et dans la durée. Une des grosses croyances que j'ai eues pendant longtemps, c'est qu'en termes de communication, il était extrêmement important de ne pas laisser transparaître ce que toi tu ressentais, d'être dans cette maîtrise pour être très opaque par rapport à l'autre, et qu'en fait, moins tu donnais d'informations, plus tu avais cette capacité d'anticiper pour que l'autre ne maîtrise pas vraiment ce qui se passe. Les expériences et la vie m'ont amené à éprouver et à constater que toute l'énergie investie pour empêcher l'autre de lire ce qui se passe chez toi, c'est l'énergie qui te manque pour écouter ce qui se passe. Alors c'est pas faute qu'on me l'ait dit plusieurs fois, il a fallu que je le comprenne sur la durée, mais à partir du moment où j'ai pu commencer à lâcher ce besoin de ne pas être lu pour mettre mon énergie sur le fait d'écouter vraiment ce qu'il y avait en face, et par voie de conséquence, je laissais à l'autre l'opportunité aussi de faire la même chose, ça nous rapprochait quand même d'une communication ou d'une connexion qui était plus nette et plus authentique. D'accord, donc vraiment le fait de montrer aussi ses émotions plutôt que de rester dans cette maîtrise complète et de rien laisser transparaître dans la connexion avec l'autre. Si tu veux, c'est un sujet d'ailleurs sur lequel on avait discuté, c'est d'autant plus vrai dans une problématique ou une thématique que j'ai eu l'occasion de creuser et puis de vivre, qui est celle de la négociation. C'est que la négociation, c'est pour moi typiquement la zone qui est par excellence celle où la croyance qu'on ne doit rien laisser transparaître pour que l'autre ne sache rien. Oui, en fait, c'est vrai, mais dans les négociations de crise. Dans une vraie négociation, qui sont heureusement pour nous pas des négociations de crise, c'est les négociations quotidiennes, plus vite on va à l'essentiel, plus vite on va trouver le terrain de jeu où on peut être tous les deux d'accord. Oui, c'est très juste. La négociation est un petit peu mon dada aussi. Et c'est vrai que moi j'ai cette conception que la négociation est hautement collaborative et authentique. Et ce qui casse beaucoup aujourd'hui la manière dont on négocie, notamment quand j'étais avocate, à la dure, on vient bluffer, on veut réclamer un maximum pour au final avoir un résultat qui n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire qu'on vient avec tous les outils du conflit dans l'espérance d'avoir un accord win-win. A priori, rien que dans l'énoncé, on n'y est pas, quoi. Si on vient avec les outils du conflit, généralement ce qu'on devrait obtenir, c'est un conflit. Exactement. Je l'explique tous les jours à mes étudiants et à mes clients. Et en parlant de conflit, est-ce que dans ta vie, tu as été confronté à un conflit marquant? Est-ce que tu serais d'accord de le partager? J'en ai eu beaucoup de conflits, comme tout le monde. Il y en a eu certains plus marquants parce que j'ai divorcé 2 fois. Donc forcément, ce sont des périodes où le conflit, il est extrêmement saillant parce qu'il est extrêmement émotionnel et il est extrêmement profond. Et je dirais que si je dois ressortir une chose de tout ça, parce que la logique de win-win, là, elle est intellectuellement compliquée, il y a trop d'émotionnel en jeu, c'est qu'il faut choisir ses combats. Et que même si de l'extérieur, certaines personnes vont dire tu donnes trop, tu gagnes trop, tu perds trop, bref, la seule vérité, c'est la sienne, et c'est de dire à un moment donné avec quoi je me sens à l'aise, et quel est le juste combat pour moi, quelle est la juste bataille que je veux mener, et quelle celle avec laquelle je suis à l'aise de ne pas aller au feu parce qu'elle n'a pas de sens au final. Donc je pense que dans la gestion de conflit ou dans un conflit, ne pas perdre de vue ce qui est essentiel pour soi, ça te permet de choisir là où tu vas mettre ton énergie, encore une fois, parce que tu ne peux pas être sur tous les fronts. Donc vraiment ce cap de dire je vais chercher ma propre notion du juste, indépendamment de ce que mon entourage, mes amis vont pouvoir me dire. Modulo un cadre légal qui doit rester quand même le garant d'un respect de la loi, effectivement, ce qui est juste pour toi, ce avec quoi tu te sens profondément à l'aise et aligné avec tes valeurs, pour moi ça reste le cap pour ne pas perdre pied. Je pense que dans ces situations extrêmement douloureuses, tes valeurs, c'est la seule chose qui te tient debout quand tout le reste s'effondre. Et arriver à se reconnecter à soi-même avec qu'est-ce qui est vraiment essentiel et ce sur quoi je ne suis pas prêt de perdre ou de concéder. Tout le reste, en fait, c'est accessoire. Et j'imagine que tu t'es fait aussi accompagner dans le cadre de ces étapes. Alors je te dirais même que ça devrait être légalement obligatoire de mon expérience de se faire coacher et accompagner dans ces phases-là. Heureusement, j'ai eu énormément de chance d'être très bien accompagné, très bien soutenu et très bien coaché dans ces phases-là, parce que tout seul, on n'a pas la clairvoyance nécessaire.
C'est très juste ce que tu dis, et je dis souvent quand l'affect est là, on a beau avoir tous les outils en stock, on a de la peine à les utiliser. Au mieux, on se voit dysfonctionner et ça te rend extrêmement malheureux et extrêmement en colère de te voir dysfonctionner, de savoir que tu saurais comment faire pour l'autre, mais que toi-même, en fait, t'es pris dans tes boucles et puis tu t'en sors pas. C'est aussi une leçon vis-à-vis de son propre ego, de accepter qu'on a besoin d'aide nécessite quand même une certaine remise en question. Mais il ne faut pas oublier que les plus grands athlètes sont ceux qui ont plus de coachs. Je pense que si tu prends le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 de toute discipline sportive aujourd'hui, tu leur expliques que tu vas leur retirer leur équipe de coachs et de préparateurs, ils ne vont pas être contents, même si eux-mêmes pourraient écrire des bouquins sur l'art de se préparer. Et pourtant, aujourd'hui, on remet beaucoup en cause la notion du coach et on ne se rend pas compte à quel point les personnes aujourd'hui qui sont à haut niveau et même des dirigeants, finalement, au final, ils ont tous des coachs. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas un seul sportif d'élite qui n'a pas de coach. Et qu'à la limite, le coach, il fait... On le voit d'ailleurs dans les sports d'équipe, tu peux avoir une magnifique équipe qui perd tout et puis tu changes le coach et elle commence à gagner et vice-versa. Donc l'utilité d'avoir un coach ou une coach de talent auprès d'un sportif et d'une équipe, elle est acceptée dans le monde du sport depuis des années. On en parle moins, mais dans le monde opérationnel et dans le monde militaire, la préparation sous cette forme-là pour les équipes d'élite, elle est présente et extrêmement présente depuis des années. Et dans le monde de l'entreprise, où on demande à toutes et à chacun d'être un sportif d'élite dans son domaine, étonnamment, se faire coacher est encore perçu par certains comme un signe de faiblesse. Mais les choses changent, heureusement. Et aujourd'hui, de plus en plus de dirigeants, au contraire, investissent et mettent à disposition déjà d'eux-mêmes et de leurs équipes et de l'ensemble de leurs équipes cette ressource pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Et toi, tu parlais de toi, donc du fait que tu te fasses coacher et que tu as un entourage qui t'aide beaucoup. Qu'est-ce qui te ressource à côté de tout ça ? Tu parles en termes de coaching ou en termes de manière générale ? De manière générale, quelque chose qui te fait du bien, où tu te sens ressourcé. Je regarde, tu vois, ta route communication, dans ta route, un des éléments, c'est oser dire non. Et puis étonnamment, le remplissant, ça ne me posait pas tellement de problème de dire non, mais je me rends compte que un des challenges pour moi, c'est d'oser dire oui, mais de me dire oui. Donc d'accepter qu'il y a des moments, peu importe s'ils sont juste dans l'agenda par rapport au plus grand nombre, où j'ai envie et besoin de faire autre chose. Donc s'autoriser le fait de faire du sport, parce que c'est un élément qui est essentiel dans ma vie, ou de m'isoler, ou de lire, ou de cuisiner, ou de passer un moment avec des amis, enfin peu importe, d'être à l'écoute de ce dont j'ai envie et besoin, peu importe le moment ou l'heure dans la journée, en fait c'est essentiel. Et se ressourcer n'est pas quelque chose que je peux mettre dans un agenda jeudi matin, 9h, 10h30, se ressourcer. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, pas pour moi. Pas pour toi. Et par rapport à justement, tu disais je lis, est-ce que tu as des lectures qui sont ressourçantes pour toi ou que tu peux partager avec les auditeurs, auditrices ? De manière générale, tous les récits de vie, tous les changements de vie, les prises de conscience, des livres qui ont été extrêmement marquants pour moi, c'est des gens justement qui ont à la fois cette soif de liberté et de connaissance et cette humilité de la partager. Des gens comme le docteur Charbonnier, qui était un médecin anesthésiste qui aujourd'hui a complètement basculé dans l'étude des expériences autour de la mort imminente et la connexion à l'âme. Des gens comme Robert Dills, qui a travaillé sur tout ce qui est la logique de leadership et même d'hypnose de Stephen Gilligan. Des livres comme, je recherche encore le nom, mais c'est de la philosophie d'Adler, qui est dans les courants de philosophie. Il y a Jung, tous les travaux de Jung que les gens connaissent, Freud, Adler qu'on connaît un peu moins. Oser ne pas être aimé, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, et qui a été écrit par deux Japonais, qui est un livre qui a été extrêmement marquant aussi pour moi. Et puis les derniers livres que j'ai lus qui m'ont beaucoup inspiré ces dernières semaines sont ceux d'Eckhart Tolle, notamment Nouvelle Terre, qui je trouve magnifiquement bien écrit, parce qu'encore une fois, il y a cette puissance de donner une expression, une lecture tellement simple, de concepts tellement complexes, que j'ai trouvé ça assez bouleversant. Ça donne envie en tout cas. On donnera toutes les références à nos auditeurs, auditrices. Et si certains des auditeurs, auditrices souhaitent te contacter, tu es présent sur les réseaux sociaux ou comment faire ?
Présent sur les réseaux sociaux, à travers le site de ma société qui s'appelle Falcorp, falkorp.ch, sur LinkedIn aussi, et puis à travers tous les gens avec qui je travaille, notamment toi. Oui, présent sur les réseaux sociaux de manière standard, on va dire. Ok, parfait. En tout cas, je te remercie pour ce bon moment passé ensemble. Un grand merci à toi. Je t'avoue que j'avais une certaine appréhension parce que me mettre à nu comme ça n'est pas un exercice facile, mais tu as rendu ça très naturel, donc merci beaucoup. Merci à toi, j'espère que la maîtrise émotionnelle a pu être un peu assouplie. C'est facile quand tu as quelqu'un qui voit en toi de manière assez transparente, tu sais que ça sert à rien. Donc, Parfait, en tout cas, à très bientôt Gaëlle. À bientôt. Pour conclure, déjà je vais vous remercier d'avoir pris le temps d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. Je vous encourage à me laisser des témoignages, me poser des questions, soit sur ma boîte vocale ou par email sur mon adresse sandrine@lartdeconnecter.com. Et bien évidemment, je serais ravie, si en tout cas mon concept vous plaît, que vous puissiez me soutenir en parlant de l'art de connecter autour de vous, en me mettant des avis et des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager ce qui vous a plu sur les réseaux sociaux pour permettre à un maximum de personnes de découvrir l'art de connecter. À très bientôt. Pour moi, l'art de connecter les gens, c'est de connaître les forces et les faiblesses de chacune des personnes de son réseau, amis, collègues, famille, et de savoir qui serait leur meilleur complément pour un projet, un problème, une envie. Il faut oser dire ce qu'on pense. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.